Bonjour tout le monde. Alors j'ai le défi de vous présenter ça en 15 minutes, sans parler vite, ce qui est mon plus gros défaut. Donc ici, je travaille à la Haute École pédagogique dans le canton de Vaud, mais je vais bien vous présenter 2 études de cas à Bruxelles. Et ici, il faut savoir que les données de recherche, elles résultent d'une enquête ethnographique qui avait pour objet au départ, et ça a été l'enquête centrale, de s'intéresser à la sociabilité juvénile des élèves dans ces contextes-là, notamment la dimension ethnique ou non de leurs relations sociales. Et comme c'était une comparaison Bruxelles, Johannesburg en Afrique du Sud, je me suis aussi intéressée en fait au contexte scolaire et donc au cadre de à ce qu'on appelle le contexte établissement et à son projet de socialisation. Et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser aux stratégies des chefs d'établissement par rapport à la gestion de la diversité à l'école. Alors, ce que je veux vous montrer, en fait, à travers cette présentation, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont faire que ces chefs d'établissement vont développer des stratégies par rapport à leur projet en interne, à leur culture d'établissement, mais aussi par rapport à le type d'élèves qu'ils veulent attirer dans leur école. Première chose, c'est que la particularité du système belge, c'est que on a en fait, je vais essayer ici de décortiquer les gros concepts de cet atelier. Alors, si on parle d'abord de modèle de gouvernance au niveau du pilotage du système éducatif en Belgique francophone, mais c'est aussi le cas pour la Flandre, on a ce qu'on appelle un modèle de gouvernance post-bureaucratique et managériale. Et en fait, en gros, ça veut dire qu'on est dans un système de quasi-marché scolaire où les familles en fait sont libres de choisir l'école où elles veulent inscrire leur enfant. Alors, on va voir que depuis 2010, ça a un peu changé parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a essayé de réguler les externalités négatives liées à ça. Et donc, on a une offre scolaire en quasi-marché. Et donc, pour réguler ça, il y a un décret inscription depuis 2011 qui a essayé de réguler un petit peu ces logiques, cette logique de quasi-marché scolaire, parce que finalement, c'était les familles qui avaient le plus gros capital culturel ou qui avaient la connaissance du système éducatif local, notamment le système éducatif bruxellois, qui étaient à même de comprendre dans quels établissements il fallait inscrire son enfant. Et ensuite, il y a une autre régulation de l'État qui est très récente, 2013-2014, qui a mis en place en fait ce qu'on appelle les épreuves externes certificatives, qui sont obligatoires pour le premier degré, donc les 3 premières années du secondaire. Et maintenant, tous les établissements scolaires secondaires doivent faire passer ces épreuves. Mais ce n'était pas le cas avant 2013. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du leadership de ces établissements, étant donné ce quasi-marché scolaire? C'est que, d'abord, ce sont des établissements qui sont vraiment en fonction de leur position. Comme on est un quasi-marché scolaire, on a une forte différenciation, enfin une hiérarchie en fait, entre établissements, en fonction du type de public scolaire qu'ils arrivent à attirer, des options qu'ils proposent, et puis des origines sociales et culturelles des élèves qui vont s'inscrire dans ces écoles. Donc au départ, eh bien, ces chefs d'établissement, ils doivent gérer une image d'établissement, une réputation, et ça va être ce que j'appelle ici vous avez vu que je montre un ouvrage qui vient d'être publié au GIRCEF, donc à l'Université catholique de Louvain, de Drelans et Duprier, qui regroupe un certain nombre de recherches qualitatives et quantitatives sur ce thème des chefs d'établissement et de l'identité organisationnelle des établissements. Donc je m'appuie sur leurs travaux. Et donc, ces chercheurs montrent que c'est finalement le premier moteur identitaire et qui va permettre de comprendre ces stratégies de direction d'établissement, comment est-ce qu'ils vont construire leur projet d'école et puis comment attirer les familles. Bien, c'est d'abord ces enjeux de réputation. Ensuite, il y a le poids des catégories, parce que comme on est dans un quasi-marché scolaire, eh bien, il y a des étiquettes qui vont être données aux écoles en fonction de là où elles sont implémentées dans la ville de Bruxelles, du type de public qu'elles offrent, et puis en fonction des voies qu'elles offrent. Donc, si on est encore dans la filière générale, qui est entre guillemets la filière noble, ou si elles offrent uniquement des filières dites techniques ou professionnelles. Donc, par rapport à cette image, ces établissements doivent gérer ces étiquettes ces catégories qui leur sont assignées, hein, bonne ou mauvaise école, école de relégation, école d'élite. Et puis, eh bien, étant donné cette logique marchande, il y a une forte différenciation entre ces établissements. Et chacun va essayer un petit peu de se spécialiser en fonction de là où il se situe. Donc, les écoles qui sont dans le haut du panier, entre guillemets,
doivent moins tenir compte doivent essayer de privilégier ce statut, de maintenir ce statut haut dans le quasi-marché. Mais ce qui est plus compliqué, et notamment par rapport à la gestion de la diversité à l'école, ce sont les écoles qui sont au milieu, voire en bas de panier, et qui doivent du coup spécialiser leur offre pour quand même trouver un espèce d'équilibre dans le public scolaire qu'elles vont attirer et éviter d'être des écoles de relégation, de la dernière chance. Et donc, ici, ce que montrent ces auteurs, c'est que cette question des catégories, de la réputation et de concrètement quel type de public elles peuvent offrir, elles peuvent attirer, ça va construire l'identité organisationnelle de l'établissement. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est que nécessairement, à partir du moment où on s'intéresse à des établissements qui sont moyennement positionnés ou en bas du quasi-marché scolaire, eh bien, la question de la diversité culturelle, elle émerge. Et elle doit être pensée au niveau de l'identité organisationnelle de ces établissements. Merci. Alors, il me reste 5 minutes. Donc, ce que je montre, c'est que finalement, ces établissements, ils vont particulariser leurs projets autour de manière de penser la diversité. Alors, je vous montre des extraits d'entretiens de chefs d'établissement. Ici, donc, un premier terrain d'enquête où le directeur représente sa population. Donc, il dit on a une population d'origine polonaise, catholique, relativement importante. Il est aussi dans le quartier des Araméens. Les Araméens, ce sont des populations chrétiennes. Et donc, même si au niveau de leur faciès au collège, on voit des Arabes, en fait, c'est très diversifié, même au niveau des populations dont on pourrait dire ils sont nord-africains. Donc, au niveau des cours de religion, comme les élèves musulmans ne sont pas majoritaires et contient un discours très ferme à l'inscription qu'ils doivent respecter, j'ai parfois des parents qui disent « Ah, ben, si c'est comme ça, ben, je n'inscris pas mon enfant ici, parce qu'ici, on interdit le foulard. » Puis du coup, je lui demande « Mais est-ce que le fait que ce soit une école catholique, c'est un poids pour les familles qui sont polonaises et de culture araméenne ?» Puis il dit « Ben oui, pour eux, c'est très important que ce soit une école catholique. » Et on voit que ce directeur va jouer sur cette étiquette catholique pour attirer un autre type de public scolaire et en toile de fond, on voit qu'il y a quand même un préjugé sur un certain type de public scolaire qui est présent dans l'école, d'origine maghrébine. Alors, ce que je montre, c'est qu'en fait, ici, cet établissement, il va jouer sur cette étiquette d'établissement catholique pour attirer un certain type de public scolaire. Au niveau de sa politique locale, donc quand je parlais de particularisation de projets d'établissement, eh bien, on va avoir un établissement qui va à la fois jouer sur cette étiquette multiculturelle, on accueille une population scolaire diversifiée, mais en même temps, il va essayer d'avoir des stratégies de conquête de nouveaux publics scolaires qui sont des publics qui viennent d'établissements, donc des élèves qui ont échoué dans les établissements plus privilégiés et qui vont arriver dans cet établissement. Donc on a un établissement qui va vraiment essayer de créer une niche sur on est un établissement catholique, donc je vais essayer de diversifier ma population et en même temps, je vais essayer d'attirer des élèves qui viennent anciennement d'écoles privilégiées puis qui ont raté dans ces écoles-là. Et ça se traduit, ce que je voudrais montrer, je vais juste à la dernière slide, c'est qu'au niveau des relations sociales entre les élèves, on voit que je parle de multiculturalisme interventionniste, c'est que ici, il y a une valorisation de la différence culturelle à l'école, sans qu'il y ait un vrai traitement de cette différence. Et ça amène au niveau des relations sociales entre les élèves à une visibilisation de son identité culturelle, sans qu'il y ait de regroupement ethnique en fonction de l'origine culturelle, etc. Alors que l'autre établissement, je m'excuse, je suis très rapide, mais comme on m'a dit que j'avais plus que 5 minutes, l'autre établissement, c'est vraiment un établissement de relégation qui est une école à la marge. Alors je vous laisse lire l'extrait d'entretien. Voilà, et donc en fait, cette directrice, elle explique qu'elle a aussi elle a pris en main ces inscriptions pour un petit peu trier le public qui arrivait dans son école et pas nécessairement que des élèves du quartier, en fait. Donc, alors que on doit privilégier l'école du quartier, eh bien ici, elle va un petit peu chercher ailleurs pour éviter d'être une école de relégation vraiment à la marge. Et par contre, ce qui est assez particulier dans cette école, c'est que alors qu'on a une forte diversité des élèves, peu de mixité sociale, mais une forte hétérogénéité au niveau des origines culturelles, avec des élèves qui sont demandeurs d'asile ou qui sont requérants d'asile. En fait, il n'y a pas du tout de traitement de la diversité à l'école. Donc, il y a une espèce ici, le projet d'établissement, c'est de raccrocher l'élève avec la scolarité,
de le réconcilier avec l'école, de reconstruire un projet scolaire, mais la question de la diversité culturelle, elle n'est pas du tout présente dans le projet pédagogique, et finalement les élèves, ils ressentent très fort cette relégation parce qu'ils n'ont pas du tout l'impression d'être reconnus dans leur identité. Et finalement, alors que l'école essaye de construire un projet pédagogique avec les élèves, oui, je vais conclure. En fait, les élèves expliquent tout le temps dans l'école qu'ils ne veulent pas rester là, que l'année prochaine, ils veulent changer, que de toute façon, c'est n'importe quoi cette école. Et il y a un véritable processus d'ascolarisation dans l'école où les élèves, finalement, ne viennent plus... il y a un fort taux d'absentéisme où les élèves ne vont pas en cours. Et donc, finalement, l'école, derrière ce projet de raccrocher les élèves avec la scolarité, elle n'arrive pas à avoir prise sur l'apprentissage. Et aussi, en fait, en lien avec le fait qu'elle refuse de traiter cette question de la diversité culturelle en son sein. Et là, par contre, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des relations sociales entre les élèves, on a des fortes revendications ethniques et vraiment des regroupements en fonction de l'origine culturelle des élèves dans la cour de récréation. Donc il y a peu de mélange et de la sociabilité juvénile est très peu malléable. Donc on voit qu'en fonction du projet de socialisation de ces établissements, eh bien, soit on est d'abord dans une visibilisation ou non de la différence culturelle, on accepte ou non de rendre visible cette différence. Ensuite, on est dans une reconnaissance ou non de ces différences, ça veut dire qu'on accepte qu'on parle de ces différences en cours de religion, qu'on organise par exemple une soirée où chaque famille apporte un plat typique de son pays, bon, même si on peut parler de folklorisme, mais c'est quand même des projets qui permettent de parler de la diversité. Et par contre, il n'y a pas dans ces deux établissements de vrai travail sur la diversité, c'est-à-dire où on va vraiment creuser cette question de la différence et de la pluralité dans différents cours en classe. Or, c'est ce que j'ai observé en fait dans un établissement en Afrique du Sud. Alors, c'est pas le propos ici, mais pour vous montrer en fait que ce que j'appelle pluralisme civique, donc de vraiment traiter la question de son identité, mais tout en en creusant les questions de la citoyenneté, sans qu'on ait un rapport de force entre culture minoritaire et culture majoritaire, culture majoritaire étant la culture du pays d'accueil ou la culture blanche en Afrique du Sud. Il y a des possibilités, il y a des projets d'établissement qui arrivent à creuser cette diversité dans des cours ou dans des projets d'établissement. Or ici, on est plus dans une visibilisation ou non de la différence culturelle au niveau de ces projets d'établissement et dans une reconnaissance ou non de cette diversité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien. Donc, présentation peut-être de mon intervention. Je vais avoir un propos introductif concernant le contexte de la direction d'école en France, parce que c'est ce qui va permettre de mieux comprendre en fait la suite de mon intervention. Ensuite, le contexte de la recherche, le cadre institutionnel, et puis les réponses des directeurs d'école face à la diversité des publics. Et puis, j'aurai un propos conclusif. Alors, peut-être introduction, le contexte de la direction d'école en France. Alors, la professionnalité du directeur d'école primaire en France, c'est un leadership qui est vraiment à construire à partir de variables qui sont des variables multiples, des variables à la fois personnelles, professionnelles et surtout contextuel. Alors, il faut signaler que le directeur d'école en France, directeur d'école primaire, je me situe au niveau de l'école primaire, le directeur d'école primaire en France n'est pas chef d'établissement. C'est-à-dire qu'il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, il est responsable de l'équipe pédagogique, mais en fait, ce n'est pas le supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur de la circonscription. Et c'est un élément extrêmement important pour comprendre effectivement comment les directeurs d'école peuvent avoir une influence ou pas sur le mode de fonctionnement des collègues dans l'école. Alors, des contextes d'exercice qui sont extrêmement variés aussi, puisque en fonction de la grandeur de l'école, les directeurs sont soit pas du tout déchargés de classe, c'est-à-dire qu'ils ont un temps plein face aux élèves, ils ont en plus la charge de la direction de l'école, soit ils ont un mi-temps de décharge de classe pour effectivement animer la direction de l'école, soit un quart-temps pour animer cette école, ou bien, quand l'école est très importante, qu'il y a beaucoup de classes, au-delà de 15 classes, les directeurs sont totalement déchargés, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité administrative, on va dire, renforcée. Alors, les missions sont des missions qu'eux-mêmes décrivent comme étant un puits sans fond, c'est-à-dire que tous les textes qui sortent, et il y en a beaucoup dans le système éducatif français, puisqu'on est une éducation nationale, donc il y a beaucoup de textes qui sont émis par le ministère, et que ce soit des arrêtés, que ce soit des circulaires, la plupart des circulaires, la plupart des arrêtés, et les lois encore plus, qui concernent l'enseignement du premier degré, les directeurs sont mentionnés en fait dans ces textes. Donc avec des missions qui sont des missions
accrue. Et j'en parlerai tout à l'heure, j'essaierai de vous montrer comment, effectivement, cet ensemble de missions fait que, par moment, c'est le découragement le plus complet. Alors, la diversité, puisque en fait j'ai centré mon propos sur la question de la diversité, je vais le centrer sur la question de la diversité. La diversité, elle est pensée versus hétérogénéité des publics, et elle est pensée comme étant, véritablement, il faut le dire comme ça, parce que je ne vois pas comment le présenter autrement, c'est présenté comme étant un problème. La diversité du public scolaire en France, c'est véritablement pensé comme un problème et pas pensé comme une richesse. Alors, il y a deux ou trois exceptions dans mon panel, et je reviendrai sur ces exceptions tout à l'heure. Alors, le contexte de la recherche, quand même, préciser un peu les choses. Donc, c'est en quoi l'animation de l'équipe pédagogique par le directeur d'école conduit-elle à prendre en compte la diversité des publics, donc les élèves et leurs familles, en considérant leurs différences. C'est-à-dire que je me suis intéressé par rapport à mon corpus, à comment effectivement les directeurs pouvaient avoir une influence ou pas sur le fonctionnement de l'école dans la prise en charge de la diversité. Alors le contexte de la recherche, je vais être très rapide sur ce point, simplement vous préciser que mon exposé il est construit à partir de l'analyse de contenu, de discours, c'est-à-dire un corpus qui comporte une soixantaine d'entretiens auprès de directeurs d'école. Alors, par rapport à ce que je vous ai précisé, donc directeur d'école, aussi bien directeur d'école totalement déchargé de classe, directeur d'école ayant un temps plein face aux élèves, directeur d'école étant déchargé en partie, donc, et puis directeur d'école intervenant aussi dans des milieux et dans des secteurs totalement variés. C'est-à-dire que j'ai interrogé des directeurs d'école en secteur rural, c'est-à-dire l'école où il y a 2 classes, il y a une trentaine d'élèves, et puis les écoles où effectivement on est en centre-ville, on est dans des quartiers difficiles. Donc mon panel en fait recouvre l'ensemble de ces catégories. Et puis, puisque je suis sur ce Paris, j'interviens à Paris, aussi des entretiens auprès des directeurs parisiens, où là on est sur une particularité, c'est que quasiment quel que soit le nombre de classes, ils sont déchargés de classe, puisqu'ils ont en plus des missions qui leur sont demandées par la mairie de Paris. Alors, le cadre institutionnel, donc, il est important de le signaler, c'est les missions du directeur d'école. Donc, alors, leur rôle, c'est véritablement de faire en sorte qu'il y ait une application des textes officiels, avec pour objectif, c'est la réussite de tous les élèves. Donc, ils doivent veiller au respect des programmes nationaux, et puis à l'application du règlement de l'école. Ça, c'est une partie de leur mission. Par ailleurs, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de circulaires, beaucoup de textes qui sont publiés. Ils doivent aussi être vigilants par rapport à la mise en place d'un certain nombre d'actions qui sont des actions temporaires, qui doivent prendre en compte la diversité des publics. Et alors là, la diversité des publics et ces actions qui leur sont demandées, ce sont toujours des actions, c'est lutter contre les discriminations, alors lutter contre l'homophobie, lutter contre la violence. Enfin, il y a comme ça un certain nombre de choses et de journées qui sont véritablement... Alors, c'est une journée consacrée dans l'année où on va plus particulièrement se focaliser sur cette problématique-là. Alors, quelquefois c'est une journée, quelquefois c'est une semaine. Par exemple, pour les parents, normalement, il doit y avoir une semaine dans l'année qui est consacrée à l'accueil des parents, à réfléchir à la place des parents dans l'école. Et donc, son rôle, c'est aussi d'essayer, comme ça, tout au long de l'année, de faire en sorte d'impulser en fait des actions qui concernent des thématiques qui sont des thématiques très spécifiques. Autre élément, donc, le directeur. Alors, j'ai mis des guillemets, une courroie de transmission, mais aussi un médiateur, mais aussi un temporisateur. Alors, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est la manière dont les directeurs se définissent eux-mêmes. Là, j'ai choisi 3 termes, qui sont les termes, on va dire, qui reviennent le plus souvent, mais il y en a beaucoup d'autres. Le cadre institutionnel, c'est donc renvoie à des injonctions ou à des recommandations à travailler sur des thématiques particulières, à travailler avec des publics particuliers. Alors, il y a 3 grandes lois qui régissent en fait ce cadre institutionnel. Il y a la loi d'orientation et de programmation du 8 juillet 2013, où l'idée, c'est de donc promouvoir l'inclusion de tous les enfants, sans aucune distinction, et de la lutte contre les discriminations. Ça, c'est une loi extrêmement importante. Ça se traduit au niveau du premier degré par prévenir les pratiques discriminatoires. Donc, à l'école primaire, les élèves sont amenés à réfléchir sur l'estime de soi, sur l'interdiction absolue des atteintes à la personne d'autrui.
Donc un chantier assez énorme. L'autre loi qui est très importante, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du 11 février 2005, alors qui conduit à l'inclusion dans une école ordinaire de tous les enfants, c'est-à-dire que maintenant en France, tous les enfants, quel que soit leur handicap, ont une école de référence qui est normalement une école ordinaire. Alors à l'intérieur de cette école ordinaire, il peut y avoir des classes spécialisées. Ces enfants peuvent être dans cette école ordinaire à temps plein ou à temps partiel. Ils peuvent être inclus dans un autre établissement qui peut être un établissement spécialisé. Donc, en fait, le directeur doit essayer de faire en sorte d'accueillir en fait ces élèves handicapés. Et puis, l'autre élément du cadre institutionnel, c'est le référentiel de compétences du professeur, donc arrêté du 1er juillet 2013. Donc, dans son article 4, prendre en compte la diversité des élèves. Donc, adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves, travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap et déceler des signes du décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles. Alors là encore, je cite ce texte parce qu'il est très important, mais comme je vous l'ai dit, le directeur d'école en fait n'a réellement aucun droit de regard sur la pédagogie de ses collègues. C'est-à-dire que son rôle, c'est d'animer l'équipe pédagogique, mais sans avoir en fait aucune autorité sur ce qui se passe véritablement dans les classes. Donc, je présente cet article parce qu'il est très important, mais en même temps, le directeur ne peut pas avoir véritablement un impact sur les pratiques pédagogiques de ses collègues, sauf à impulser, promouvoir certaines pédagogies. Alors, face à la diversité des publics, donc, une prise en compte de la diversité aléatoire. Donc, l'analyse, en fait, de mon corpus me conduit à dire que les enseignants, en fait, qui sont à temps plein face à leurs élèves, promeuvent beaucoup moins des actions prenant en compte la diversité des élèves au niveau de l'école. C'est-à-dire ils sont surtout centrés sur leur classe, sur leur pratique de classe, et que généralement, ils ont beaucoup plus de difficultés à promouvoir des actions prenant en compte la diversité des élèves au niveau de l'école. Ce qui veut donc dire aussi que dans le même temps, les enseignants directeurs qui sont totalement déchargés de classe ont, eux, normalement, un impact plus important sur la prise en compte des diversités, c'est-à-dire ils peuvent promouvoir des projets au niveau de l'école, sachant que là, on est aussi sur... il y a à la fois des injonctions et des recommandations, mais injonctions et recommandations qui ne sont pas obligatoirement suivies des faits. Alors, il m'a semblé intéressant de rapporter les propos de Prisca, donc, qui est une directrice qui est d'une 50aine d'années, qui travaille dans une toute petite école. Et voilà ce qu'elle dit. Donc, on a eu des Turcs, mais ils sont tellement en minorité qu'ils s'intègrent très vite et ils y arrivent. Ils sont aspirés par le haut. Alors que dans les villes, ils sont trop et le petit noyau est noyé dans le grand. Et voilà. Dommage. Donc là, on a une directrice qui a eu une expérience, en fait. Elle est directrice là, d'une toute petite école. Elle a eu la responsabilité d'une grande école. Et pour elle, en fait, prendre en compte la diversité, en fait, c'est une prise en compte, on va dire, globale, et une prise en charge, en fait, par l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire à la fois l'école, mais aussi la communauté, la commune, qui s'intéresse à la prise en charge de ces publics quand on est sur des secteurs beaucoup plus petits. Alors, face à la diversité des publics, le projet d'école comme un levier, c'est-à-dire que, je dirais, le seul moyen du directeur d'école pour impulser on va dire une politique qui serait de prendre en charge la diversité, c'est le projet d'école qui est une obligation depuis la loi d'orientation sur l'éducation de juillet 89. Donc là, il s'agit de fédérer une équipe autour d'un projet, le projet étant un outil pour travailler sur la diversité, le projet étant... Alors dans ce cas, pensez aussi comme étant un outil pour résoudre des situations problèmes, ce qui renvoie à ce que je vous ai dit dans mon propos introductif, c'est-à-dire la diversité pensée comme un problème et pas pensée en fait comme une richesse. Et puis des actions, mise en place d'actions commandées ou recommandées par la hiérarchie, qui sont présentées souvent comme étant des modes. C'est-à-dire qu'en fait, l'inspecteur de circonscription changeant, le nouvel inspecteur va lui avoir de nouvelles propositions. Donc l'idée, c'est d'inclure ça dans le projet d'école. Donc une constante quand même par rapport au projet d'école, par rapport à ce qu'ils m'en ont dit, c'est que dans la plupart des projets d'école, il y a une préoccupation qui est le vivre ensemble. Donc on pourrait imaginer que le vivre ensemble renvoie effectivement à la prise en compte de la diversité. Et puis sur les pratiques langagières, où là c'est aussi une constante, quasiment dans tous les projets d'école, il y a un chapitre sur les pratiques de la langue. Alors face à la diversité des publics, j'ai essayé aussi de suivre, je dirais, les grandes thématiques de ces journées, de ces rencontres. Donc
dans le champ de la diversité ethnoculturelle, je dois dire qu'en relisant tous ces entretiens, j'ai trouvé très peu de choses, si ce n'est un discours autour de l'accueil des familles. Et c'est comment on peut accueillir les familles, donc les familles issus de l'immigration. Et la plupart du temps, c'est les accueillir avec des projets qui sont comment leur faire comprendre et entendre ce que l'école attend d'eux, en tant que parents d'élèves. Très souvent, c'est ça. Et c'est donc aussi créer des partenariats avec les associations. Et là, pour le coup, c'est essayer effectivement de trouver le lieu. On va pouvoir trouver les traducteurs qui vont pouvoir faire le lien avec les familles qui ne parlent pas français. C'est trouver des associations qui vont pouvoir mettre en place des groupes de parole auprès des parents sur comment effectivement ils pensent leur élève leur enfant par ailleurs dans le contexte scolaire. Et donc, il y a quelques actions comme ça qui sont mentionnées. Par rapport à mon corpus, je veux dire que j'ai rencontré simplement 3 directeurs qui très clairement faisaient de la diversité une richesse. C'est-à-dire qu'on mis en place des expositions où en fait le multiculturalisme était exprimé, où la fête de l'école est un lieu où effectivement on va parler aussi de ces diversités. Face à la diversité, donc le champ de la linguistique, où là très clairement ce qui est mis en place, ce sont des ateliers de pratique linguistique, des ateliers de soutien. Dans quelques écoles, c'est l'école comme étant une activité socialisante. C'est la création d'un journal de l'école où on va pouvoir parler de la diversité. C'est l'utilisation de la BCD comme lieu effectivement où là on peut parler aussi du multiculturalisme. Et puis enfin faire appel donc au CASNAV, on l'a évoqué tout à l'heure, l'ancien CEFISEM, qui est un lieu effectivement où on peut là aussi faire appel à des personnes spécialisées qui peuvent aider les équipes pédagogiques à travailler, à prendre en compte la diversité. Pour conclure, donc, écart important entre le prescrit et le réel. Donc, j'ai en fait construit une typologie par rapport à ces directeurs. Donc, des engagements qui sont très militants, avec le vouloir bien faire, où Bénédicte donc se présente comme ça. On est Dieu dans le discours. Il y a un moment, voilà ce qu'elle me dit. On est Dieu. Et puis un peu plus loin, c'est ou presque rien. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à des missions qui sont véritablement incommensurables et on a beaucoup de mal à faire avec. En même temps, on a envie. Des légalistes, où là, on est plutôt du côté de la rationalité, du pragmatisme. Donc, au cœur de l'action, c'est essayer de répondre aux injonctions, on va dire, ministérielles, mais en même temps, sans en faire trop. Et puis, les attentistes, où, voilà, c'est par exemple la prise en compte de la diversité, la journée de la lutte contre l'homophobie, la lutte contre les discriminations. Bon, c'est une chose parmi d'autres. On va changer de ministre, sans doute qu'on changera aussi de nouveaux projets. Donc là, Béatrice nous dit bien faire et laisser brère, c'est sa devise, ce sont ses termes. Voilà, donc une institution qui affiche beaucoup, mais qui rend difficile en fait la mise en œuvre de sa politique, c'est-à-dire qu'il y a réellement une superposition de demandes et en fait où les priorités sont peu ou très mal définies, ce qui rend en fait le travail du directeur d'école dans une politique de prise en charge de la diversité extrêmement complexe. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, bonjour. J'étais très contente d'entendre les autres présentations car ça va nous permettre de comparer, en fait. Et pour notre part, nous, c'est une recherche plutôt action parce qu'on a eu, on l'a plus maintenant, mais des financements du ministère de l'Éducation qui permettent aux chercheurs de s'allier avec les milieux de pratique pour faire de la formation continue, mais aussi de la recherche-action main dans la main avec les milieux, et ce qui est une mouvance dans nos recherches qualitatives, entre autres au Québec en éducation, où on fait un peu de la recherche moins classique. Donc, c'est une demande des milieux, dans le fond, qui nous est venue principalement en lien avec le leadership inclusif des directions en contexte pluriethnique. Donc, vraiment, on travaille par le bas. On a discuté de ça hier. Fabrice mentionnait, entre autres, l'action par le bas ou par le haut. Donc, c'est une initiative sur ce point-là. Je vous présente ici juste les noms parce qu'on est une équipe très, très large. Donc, il y a plusieurs conseillers pédagogiques, mais aussi directions adjointes de services éducatifs qui font partie de l'équipe et qui construisent le projet avec nous. Et deux chercheurs, moi et Françoise Armand, et plusieurs étudiants aussi sont impliqués dans le projet. Donc, c'est vraiment en collaboration que nous construisons cette initiative. Je laisse la parole à Réginald, qui est conseiller pédagogique. Bonjour, merci. Oui, donc, écoutez, très brièvement, on va vous présenter les ancrages théoriques, bien sûr, la description du projet et surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ensuite, parce que les projets tels qu'ils sont faits sont un peu des cocons, où on développe avec des petites équipes, donc ici une petite équipe de direction, pour ensuite pouvoir étendre
plus large à l'ensemble de notre commission scolaire, mais aussi nos commissions scolaires partenaires voisines. J'ai mis quand même 2 petites diapos sur le contexte pour pouvoir peut-être aussi comparer, dans le fond, les conditions d'accès à la profession. C'est important de mentionner que les directions au Québec doivent enseigner pendant 5 ans, donc 5 ans d'exercice, mais ils doivent aussi, depuis le 2001, ils sont obligés de suivre une formation au 2e cycle qui est d'environ 1 an. Mais après 2 cours dans ce programme, ils peuvent être direction adjointe. Donc, ça vous donne quand même quelques notions de contexte sur la formation qui est très courte, mais surtout orientée vers la gestion. Voilà. Et pour la formation à la diversité, bien, dans les programmes des directions, dans la formation que nous donnons à l'université, elle est optionnelle et indirecte. Donc, ce sont souvent des cours au choix où la diversité peut être abordée parfois, quelques fois dans certains cours, mais ce n'est pas nécessairement systématique dans les cours. Donc, justement, ici, l'importance de notre initiative de formation continue pour ensuite mieux réfléchir à la formation initiale des directions, comment on pourrait inclure des cours ou des compétences en lien avec la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, notre ancrage théorique du projet, je vais passer rapidement, mais c'est toute la littérature internationale qui porte sur le rôle important des directions d'établissement, sur le climat scolaire, sur les relations interpersonnelles, sur la réussite de tous les élèves. On est allé explorer ça avec les directions. On a exploré les modèles de gestion de la diversité, discuté de ça avec les directions pour faire le pont entre 2 champs, la sociologie des rapports ethniques et l'administration scolaire qui identifie plusieurs types de leadership. Et on s'est basé aussi sur des exemples de leadership. Souvent, les recherches sur ce thème-là portent sur des exemples de direction innovante et donc sur des pratiques innovantes. Et on s'est basé pour ça pour partir, dans le fond, notre projet. Bien sûr, on a pris position, on est allé sur une vision d'équité, d'emblée une position qu'on a affirmée dans notre groupe où l'école, dans le fond, selon notre groupe, doit s'adapter à l'élève, à la différence pour mieux favoriser l'équité et la réussite de tous. On a vu plusieurs approches de gestion de la diversité avec les directions. Donc, l'approche multi-interculturelle qui est de favoriser les rapports harmonieux interethniques et aussi d'autres approches plus critiques, l'antiracisme qui se préoccupe des groupes marginalisés qui subissent des inéquités, des discriminations et plus largement l'approche inclusive qui inclut un peu toutes ces approches et tous les types d'élèves qui peuvent vivre des difficultés à l'école et comment on peut favoriser l'équité. Et donc, ce qu'on a fait en équipe, c'est qu'on a essayé de discuter un peu l'arrimage entre les types de leadership et ces modèles de gestion-là. Et tu peux cliquer, Réginald. Dans le fond, pour identifier, et bon, c'est pas nécessairement parfait, mais le leadership plus bureaucratique, transformationnel, qui vise l'efficacité des organisations, qui se raccroche un peu plus à l'approche multiculturelle, et le leadership transformatif, qui pour nous était plus important dans notre projet, qui est axé sur l'équité et la justice sociale, et qui peut incorporer, dans le fond, des actions vers l'équité, en incluant à la fois une approche, une vision multiculturelle, antiraciste et inclusive, donc ça s'emboîte. Donc ici, vous avez une petite diapo pour mieux définir les types de leadership. Je sais qu'il y a plusieurs définitions pour toutes sortes de types de leadership, mais nous, c'était le leadership transformatif qui est issu des théories critiques en éducation, Fréré, entre autres, Shields, qui a guidé notre approche auprès des directions. Donc, on a vu, dans le fond, avec les directions, plusieurs pratiques qu'elles nous ont nommées, qui se retrouvaient aussi dans la littérature, sur plusieurs types de bulles de gestion administrative, gestion éducative, rapport intergroupe, gestion des ressources humaines. Et on a discuté ensemble, dans le fond, du fait que certaines de ces pratiques-là relevaient davantage d'un leadership interculturel, donc favoriser des rapports intergroupes dans le but d'avoir un climat harmonieux à l'école, et d'autres pratiques qui étaient plutôt pour favoriser l'équité, combattre la discrimination systémique, le racisme. Donc, on a identifié aussi avec eux différentes pratiques pour essayer de les classer. Donc, notre projet, on se situe à notre 3e année, notre projet de recherche-action. Dans l'an 1, c'est co-construire avec les directions qui étaient là une formation, des discussions autour des thèmes qui les interpellaient vraiment dans leurs écoles. À l'an 2, c'était l'actualisation de leur leadership, donc des projets dans leur école, mais aussi moi, ma vision comme leader, comment elle influence les différentes bulles de gestion. Puis dans l'an 3, là on est dans l'an 3, c'est surtout comment on peut transférer, profiter de ce projet-là pour le transférer à la fois avec des guides, des capsules vidéo, d'exemples de pratiques de direction, et aussi, ultimement, je vais en reparler tout à l'heure, comment nous, on a un référentiel de compétences
des directions. Donc, comment on peut inclure des compétences qui sont liées à l'équité, à l'inclusion, à la fois les référentiels des commissions scolaires et du ministère. Donc, je passe la parole à Réginald qui va vous dire un peu ce qui s'est passé dans le projet. Merci. Alors, vous voyez un peu les formations, donc ce qui est dans l'an 1, tous les objets qui ont été abordés avec les directions. Bien sûr, souvent, ça tombait dans les préoccupations qu'elles voyaient dans leur milieu, donc on ne partait pas de nulle part. Je ne vous fais pas une liste exhaustive, mais je vous dirais certainement que, à part les assises théoriques, mais lorsqu'on parlait d'intervenir en milieu plurilingue, de passage de classe d'accueil à classe régulière, d'accueil des réfugiés, et aussi surtout des enseignants issus de l'immigration, on était dans l'actualité des établissements. Je vous présente rapidement, donc, comme on vous l'a dit, l'équipe grande qui était, comme je vous le dis, certainement un cocon. Donc, c'est pour ça qu'on avait une grande équipe d'accompagnement pour une petite équipe de direction, dont, évidemment, les pratiques que nous aurons observées vont servir à la diffusion. Je tiens quand même à souligner la présence de l'une de nos participantes, Guylaine Cool, ici, qui est directrice à l'école primaire Simone Monet, qui se situe dans le quartier Côte-des-Neiges. Donc, du côté des retombées dans le milieu, plusieurs qu'on remarque bien sûr, c'est un peu déjà ce réseautage entre les directions d'école, ce qui malheureusement a été malmené à la CSDM à travers plusieurs réformes qui font qu'elles ont moins l'occasion de partager ensemble. Je vais juste vite passer du côté... tiens, c'est drôle, on n'a pas le même timing, hein? En tout cas. Je vais te passer justement du côté des pratiques innovantes qu'on a observées. Je vous en nomme plusieurs du côté de la gestion administrative. D'abord, la communication plurilingue vers les parents, ce qui est quelque chose qui peut sembler, qui est tellement connu, en fait, je vous dirais, dans la littérature, mais qui n'est pas encore complètement adopté dans les milieux, puis on voit même qu'il y a des résistances de ce côté-là. Une autre section administrative, je pense qu'il vaut la peine d'être nommée aussi, c'est toute l'intégration des élèves dans les classes d'accueil, donc les classes de francisation, vers les classes du régulier, où il y a des tensions réellement entre les enseignants pour, évidemment, que les élèves qui passent au secteur régulier soient le moins dérangeants possible, si je peux le dire comme ça. Malgré le fait qu'il y ait des balises ministérielles qui sont claires, mais qui sont encore moins connues. Donc, des pratiques qui ont été très intéressantes là-dessus, de vraiment respecter ce qui est prescrit par le ministère. Du côté des ressources humaines, faire une place à la formation continue en matière d'inclusion et diversité linguistique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de formation continue des enseignants, il y a des pôles d'attraction qui sont énormes. Bien sûr, l'évaluation, l'adaptation aux élèves à besoins particuliers, qui fait que bien souvent, la prise en compte de la diversité linguistique est une mal-aimée dans le palmarès des formations les plus populaires. Donc, réellement, de faire de ces formations-là une priorité pour les écoles qui étaient suivies, était quelque chose d'intéressant. Bien sûr, du côté des gestions des ressources humaines aussi, l'accueil des nouveaux enseignants, particulièrement ceux issus de l'immigration ou d'immigration récente, parce qu'il y a des tensions aussi qui sont vécues dans les écoles de ce côté-ci. Et je vous dirais que bien souvent, les directions, il y en a qui peuvent tomber tout simplement dans le panneau de le manque, les difficultés d'intégration des enseignants immigrants qui sont perçus comme de l'incompétence. Alors que ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on met en place des pratiques d'intégration, évidemment, on réduit de loin les difficultés de ces nouveaux enseignants. Et évidemment, du côté de la gestion éducative, très important de le nommer dans le contexte québécois, où évidemment la place de la langue française est toujours un enjeu politique. Donc réellement d'aborder avec l'équipe école des aspects du code de vie. Et Hervé en a parlé tout à l'heure, j'ai hâte de voir les échanges qu'on va avoir là-dessus, sur les pratiques langagières dans le milieu scolaire, qui sont encore, malheureusement, dans beaucoup de milieux, très répressives. Et c'est de voir comment est-ce qu'on peut passer dans une approche beaucoup plus ouverte à la diversité linguistique, qui est une richesse, étrangement, sauf qu'on arrive dans le contexte scolaire. Alors là-dessus, je nommerai juste quelques défis
avant de passer la parole à ma collègue pour la conclusion. D'abord, ces défis, c'est qui est de proposer des changements qui, bien souvent, vont à l'encontre du discours politique ambiant. Et dans ce sens-là, évidemment, j'irai rapidement comme à mon dernier point, que nos directions ont fait preuve de courage bien souvent dans leur école en proposant non seulement des changements, parce qu'on sait que tout changement amène bien sûr des réactions, mais en plus des changements qui n'étaient pas celui du discours ambiant. Bien, seulement pour conclure, dans le fond, c'est comment on peut rendre ce projet-là, comment on peut le diffuser, comment ça peut servir à d'autres milieux. C'est aussi une préoccupation de nos chantiers 7, ce qu'on appelle nos chantiers 7. Donc, ça a eu certaines retombées, entre autres, de créer un cours dans mon institution, un cours dirigé en milieu urbain, qui inclut le leadership en milieu défavorisé, le leadership en milieu pluriethnique. Mais surtout, on est dans une mouvance. On a créé un groupe de travail sur le référentiel des directions nationales, donc québécois, qui est en révision présentement. Et donc, on réfléchit à inclure des compétences dans ce référentiel-là sur l'équité et l'inclusion. Mais c'est aussi toute autre forme de transférabilité. Donc, comment vraiment avoir un impact sur la formation. On veut faire un guide aussi, des entrevues avec les directions pour vraiment documenter leurs pratiques, faire des vidéos aussi qui peuvent être plus facilement vues par d'autres directions. Donc, c'est rapide d'avoir accès à l'information puis de transférer justement des pratiques. Donc, en ce moment, c'est ça. Puis, à la CSDM, à la Commission scolaire de Montréal, bien, il y a aussi l'objectif de revoir leur référentiel de compétences et directions parce qu'on a un référentiel national, mais il y a des commissions scolaires qui ont aussi leur propre référentiel de compétences pour les directions. Donc, à ce moment-là, on est dans cette mouvance puisque le référentiel actuellement n'inclut pas nécessairement, premièrement, la réussite de tous les élèves n'est pas nommée. On a la réussite des élèves qui est nommée et il y a beaucoup d'amendements. Donc, c'est la reddition de comptes, finalement, qui joue la logique des marchés qui transparaît à travers ce référentiel. Voilà. Je terminerai en ajoutant que pendant la période des questions, si jamais vous êtes intéressé, Madame Cool, qui est présente avec nous, donc directrice d'école, s'est offerte aussi à répondre à certaines questions qui, évidemment, vont beaucoup plus parler de la réalité école. Merci beaucoup. OK. Voilà, bonjour. Alors, Stéphanie Bauer, de la Haute École Pédagogique Canton de Vaud. Le micro est un peu haut pour moi, merci. Et puis ma collègue Marianne Broyon, qui est de la Haute École du Valais, contrairement à ce qui est dans le programme. Je précise. Donc voilà, nous on a le vaste objectif de pouvoir comparer 3 régions cantonales, mais pas dans l'idée de faire une comparaison systématique. L'objectif ici dans notre présentation, c'est plutôt de mettre en évidence des bonnes pratiques, des expériences qui nous ont semblé pertinentes, efficaces par rapport à la gestion de la diversité culturelle et au rôle des chefs des directeurs d'établissement dans ces 3 régions cantonales. Donc très rapidement, parce que Genève, Vaud, je pense, Valais, vous situez, mais le Chablais vaudois, probablement pas. Donc c'est cette petite enclave verte dans le haut du Valais. Voilà, c'est une région qui est aussi multiculturelle. Donc on s'est basé sur ces 3 régions parce que ce sont des régions multiculturelles, hétérogènes. Donc tout l'arc lémanique en Suisse romande est une région où les classes sont hétérogènes du point de vue culturel. Un petit graphique qu'il présente. Alors, vous voyez en haut, Genève, la part en pourcentage de classes très hétérogène, c'est-à-dire des classes qui sont composées à au moins 30% d'élèves ou étrangers ou qui parlent une autre langue à la maison. Donc, Genève, Vaud sont des cantons, voilà, on a une majorité de classes qui sont multiculturelles. Le Valais est un peu moins, mais c'est un peu biaisé par la géographie. Évidemment, les régions rurales du haut des montagnes sont moins multiculturelles que la vallée. Notre contexte d'études, c'est basé sur la vallée, donc on est comparable de ce point de vue-là. Voilà, donc un contexte très hétérogène, le défi de la réussite scolaire des élèves issus de la migration, je ne vais pas détailler, mais on est face à un problème de décalage de représentation des élèves dans les classes, c'est-à-dire que les élèves issus de la migration sont surreprésentés dans les classes spécialisées et dans les filières au secondaire qui sont des filières à exigence moindre. Donc ces élèves issus de la migration ont moins de chances que les autres de réussir et d'atteindre notamment les études universitaires. Également aussi, qui fait partie de la problématique, un rôle croissant attribué aux directions d'établissements scolaires en Suisse romande. Alors à ce titre-là, c'est un phénomène assez global. On exige de plus en plus de responsabilité aux directions en termes de performance d'établissement, de responsabilité.
sous un discours de l'autonomie, mais en tout cas, il y a des exigences qui sont contraignantes, et du coup, un rôle qui devient prépondérant, qui n'était pas forcément le cas avant. Alors, à Genève, par exemple, les directions primaires n'existaient pas jusqu'en 2008, donc c'est une nouvelle fonction qui s'est créée, qui s'accompagne aussi d'une construction de la professionnalité. Mais on remarque que donc, quand la formation qui est suisse romande, pour le coup, qui n'est pas cantonale, ce qui est intéressant quand même, on arrive à converger un petit peu les perspectives, on remarque qu'il n'y a pas une formation spécifique sur la question de la diversité culturelle. C'est absent du curriculum. Il y a quelques formations ad hoc au niveau du canton de Genève, mais dans les autres cantons, ce n'est pas quelque chose qui est forcément abordé dans la formation. Par contre, c'est une réalité des établissements au quotidien. Donc, du point de vue de Genève, je me suis basée sur une partie des résultats de ma thèse que j'ai faite en comparant Genève et Montréal. Ici, je vais juste présenter simplement le rôle des directions dans le canton de Genève. Je me suis basée sur 25 entretiens. Et au niveau des résultats globaux, donc généralisables, on est proche de ce que le collègue français a pu montrer, c'est-à-dire que la diversité, sous couvert d'un discours très consensuel autour de « c'est super, c'est une richesse, mais oui, moi j'adore », on se retrouve plutôt face à une diversité qui pose problème. Je vous montre cet extrait-là en haut, vous pouvez lire « La diversité, c'est la richesse, on est d'accord, mais tout le monde n'a pas envie d'une richesse dans sa classe ». Donc ça illustre un petit peu ce paradoxe-là. C'est pour ça que les représentations, elles sont plutôt oscillantes entre un paradigme d'assimilation qui est quand même assez fort et puis quelques représentations plutôt autour de l'intégration où on va donner une place à la diversité. Mais quand on pose la question en direction, mais quelle est la place que vous donnez à la diversité, on remarque que là, attention, on va prendre des pincettes. Alors oui, la diversité, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle se voit trop. La visibilité de la différence reste quelque chose qui est craint. Donc on est face à un vrai discours paradoxal quant à la place de la diversité. Oui, c'est une richesse, mais on n'en a pas forcément envie dans son cours. Oui, c'est une richesse, mais il ne faut pas que ça se voit trop, il ne faut pas que le projecteur soit braqué dessus, comme si ça devenait après une menace au vivre ensemble. Donc à ce niveau-là, on est sur un discours plutôt global, mais ce que j'aimerais mettre en évidence dans cette présentation, et ma collègue Marianne va aussi embrayer sur ces établissements études de cas intéressants, il y a 2 établissements scolaires qui sortent du lot sur le canton, un primaire et un secondaire, qui, eux, abordent une autre manière de gérer la diversité. Et ces établissements ont comme point commun d'être passés un petit peu par un échec, un constat d'échec, c'est-à-dire un moment où on s'est cassé la figure, où on a réalisé que ce qu'on faisait, ça ne marchait pas. On se retrouvait face à des violences, à des réactions d'élèves, qui nous ont, aussi des réactions d'enseignants, qui nous ont fait prendre conscience qu'on ne pouvait pas fonctionner comme on fonctionnait avant. Ce constat de l'échec étant établi, il fallait se remettre un petit peu en cause. Et du coup, là, il y a une réflexion qui s'est créée avec une recherche d'experts, dans un certain cas, des experts notamment du Canada, quant aux pédagogies qu'on pourrait utiliser pour ces élèves-là. Donc, il y a eu une remise en cause du fonctionnement, une recherche de solutions, une recherche de ressources supplémentaires, des ressources aussi qui ont été demandées du point de vue financier par ces directions d'établissements scolaires qui ont amené des initiatives intéressantes et un changement dans les pratiques et les représentations. Je vais détailler rapidement ces 3 étapes. Donc la première étape, la crise, le constat de l'inefficacité des pratiques. Là, je cite des directions. Donc on s'est pris des claques. Ça, c'est un directeur du secondaire qui me racontait que, par exemple, ils avaient commencé à réagir quand ils ont compris qu'il y avait un lien entre le moment où on rendait les notes aux élèves et le moment où il y avait des feux qui partaient dans les toilettes de l'école. Il y avait une réaction très très forte à la violence de l'institution, enfin en tout cas au regard que l'institution portait sur ces élèves-là qui étaient en échec et qui cumulaient les échecs, etc. Ils ont joué un petit peu les deux. Ils ont compris qu'il y avait un lien entre ça et là ils se sont remis un petit peu en question. Et puis ils ont réalisé que on pouvait pas ignorer cette diversité-là, que c'était des élèves qui venaient de milieux différents, qui avaient d'autres, qui étaient aussi peut-être socialisés avec d'autres valeurs par rapport à ce qui était vécu par l'école. Donc une remise en question s'est faite, à la fois des pratiques pédagogiques, donc les formateurs qui ont été recrutés s'intéressaient vraiment aux pratiques pédagogiques qu'on peut faire. Ils ont travaillé sur la pédagogie explicite, par exemple. Comment est-ce qu'on peut changer notre manière pédagogique d'approche par rapport à ces élèves-là. Et aussi un travail qui a été fait avec les familles. Donc il y a eu par exemple l'initiative de l'école des mamans que je vous détaillerai tout à l'heure où on a changé aussi le rapport qu'on entretenait avec les familles dans cette interaction justement en se disant que ce qu'on faisait avant ça ne marchait pas. Et puis aussi là il faut le souligner que les directions, les 2 directeurs en l'occurrence étaient des très bons chercheurs de fonds. Ils ont réussi à avoir le soutien du département et avoir des ressources parce que c'est difficile malheureusement de changer les choses si on n'a pas aussi les ressources pour ça. Donc ils ont été chercher des formateurs
Et aussi, ils ont pu avoir du temps pour discuter entre eux dans l'établissement sur qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, quel était le cadre qu'ils avaient envie de poser, quelles étaient les valeurs qu'ils avaient envie de mettre en avant et comment est-ce qu'on pouvait se retrouver, élèves, familles, enseignants, dans ces valeurs-là et les politiques, de quelle manière ça pouvait s'incarner dans des politiques d'établissement. Et un exemple du directeur du secondaire sur cette question des valeurs était justement de dire que le travail, c'était pas de dire qu'on pouvait... le travail, c'était de dire justement qu'on pouvait avoir des systèmes de valeurs différents, mais qu'on pouvait s'entendre sur des dénominateurs communs, des valeurs communes qui transcendaient un petit peu les appartenances, comme par exemple le respect, la qualité du travail et les relations. Alors c'était un des exemples de directeurs qui nous disait que c'était ça le discours qu'il tenait avec les familles en disant « Ok, moi je respecte votre manière de penser qui peut être différente de celle de l'école, mais on peut quand même s'entendre sur certains minima. » Et c'était son entrée par rapport aux relations avec les familles. D'autres caractéristiques de ces établissements hors normes, en tout cas ces établissements qui avaient un discours différent sur la diversité, c'était des établissements très multiculturels, aussi associés à une précarité économique. Un directeur qui parle aussi en nous, donc c'était pas... Évidemment, il y avait cet individu qui se détachait de par ses valeurs personnelles, de par son engagement, mais c'était beaucoup des directeurs qui parlaient de l'équipe pédagogique, qui disaient bien que sans l'équipe pédagogique, on n'arrive à rien faire, et qui avaient réussi à convaincre l'équipe, à mobiliser l'équipe, et des fois, c'était aussi laisser convaincre par l'énergie de l'équipe pédagogique pour la remise en question des manières de fonctionner. Donc c'était vraiment cette entité établissement qui prenait corps, qui faisait du sens, et qui mobilisait, qui changeait les pratiques. Le directeur engagé, donc l'équipe enseignante mobilisée, et certaines initiatives soutenues du point de vue financier par le département, par exemple l'école des mamans. Ma collègue Nilima qui se promène là pourra vous en dire plus. Il s'agit de cours de français qui étaient donnés par les enseignants dans l'école le mercredi sur les horaires scolaires avec une garderie pour les mamans pour qu'elles puissent justement laisser leurs petits pendant l'école. Et les mamans rétribuaient ce cours-là de français en amenant des plats qui étaient à disposition à la salle des maîtres. Alors je ne vous dis pas le succès qu'avaient forcément les journées où les mamans étaient présentes. Et ça a vraiment changé quelque chose dans la dynamique d'établissement. C'était une initiative qui était portée par une éducatrice engagée, mais qui a suscité l'intérêt des enseignants. Les enseignants se sont engagés à rester sur les 3 ans pour pérenniser ce projet-là. Et ça a vraiment changé la dynamique. On s'est dit, mais voilà, il y a des choses chouettes qui peuvent marcher. Et les parents, du coup, devenaient beaucoup plus partenaires de l'école parce qu'il y avait une réflexion qui s'était faite sur mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ces parents et qui ferait sens pour eux. Alors voilà très rapidement pour Genève et je vais laisser la parole à ma collègue qui en 5 minutes va nous parler du Valais. Elle prendra 7 minutes là. Elle prendra 7, parce que quand vous parlez avant, oui. c'est quand vous partez Oui, mais bon, voilà. Ok. Au niveau méthodologique, on l'a bien dit, on n'est pas en train de faire une recherche et je pense que c'est à spécifier. Là, je vais me tirer ces informations de 5 entretiens, dont 4 ont été menés avec des étudiants qui sont directement impliqués dans l'école, puisque ce sont leurs directeurs. Vous me direz, peut-être qu'on ne va pas obtenir le même type de données, c'est vrai, c'est probable, et voilà, mais d'un autre côté, c'est quand même très difficile d'avoir accès à ces personnels-là, donc je pense que c'est important qu'on garde ces données-là. Alors, dans notre échantillon, qui est petit, qui concerne donc le Valais pour 4 et 1 pour le Chablais vaudois, on voit qu'il y a une vision qui est très positive des apports de la diversité dans l'établissement scolaire. Je vous laisse lire les extraits. Il y en a qu'un qui a pas cette vision, mais en fait, il n'a pas choisi d'être directeur. Il était directeur par défaut parce qu'il n'y a personne dans son école qui voulait être directeur. Donc voilà, c'est le seul qui n'a pas ce type de discours. On voit bien qu'il y a des difficultés de mise en œuvre et puis qu'elles sont souvent abordées, notamment au niveau du secondaire, puisque en Valais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants de branche sont peu concernés dans le sens qu'ils voient peu les élèves. Donc, il y a un travail qui est mis en place là autour. Bien sûr qu'il y a des différences qui sont très contextuelles, je pense que vous l'avez compris, en Suisse. Donc, bien sûr, les discours vont refléter ce type de différence.
En revanche, il y a quelque chose qui est toujours très très présent, c'est l'engagement des directions dans la communauté, dans la commune, dans d'autres projets. Donc ces directeurs-là, qui ont une vision très positive de la diversité, les 4 en l'occurrence, ils ont d'autres casquettes dans l'engagement. Et on sent quand même dans le discours qu'ils ont des représentations, je dirais, situées plutôt politiquement à gauche, hein, soyons clairs. Ce qui est très interpellant, c'est qu'en Valais, tous les directeurs parlent de cas concrets. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que ce sont les enseignants qui ont mené les entretiens. Et dans ces cas concrets, je veux dire, on va utiliser les prénoms des élèves, ce qui est quand même assez interpellant quand on sait qu'ils ont 1000 élèves dans l'établissement scolaire. Donc pour eux, ces enfants-là sont des personnes. Et aussi, ils relèvent que l'importance de l'intégration sociale, c'est-à-dire qu'ils font tout pour essayer de pousser ces jeunes à s'intégrer au niveau du sport, au niveau de la musique, à sortir de chez eux, même à aller dans des homes de personnes âgées pour pouvoir communiquer avec des personnes. Je vous mets un extrait qui me semble interpellant, parce que là, ce directeur, il reçoit des jeunes qui sont en fin de formation obligatoire, et il dit, moi, dès qu'ils arrivent, j'essaye de les mettre en projet. Pour moi, c'est important qu'ils aient un projet, qu'ils puissent se projeter au niveau de l'avenir professionnel. Donc, s'ils ont ça, ils se sentiront bien et on pourra les faire avancer. Et un autre directeur, lui, il dit que ce qui est important, c'est le dialogue dans l'établissement scolaire, et c'est aussi apprendre aux enseignants à se décentrer, de regarder que peut-être quand il y a un problème, c'est au niveau de l'élève, mais c'est peut-être aussi au niveau de la classe, et pas toujours mettre la faute sur les parents ou sur le fait d'être issu de la diversité. Je vais presque terminer. Et encore quelque chose, c'est l'effet positif des projets d'établissement. On voit que, je vous laisse lire aussi, que c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'intégration. Pourquoi ? Parce que ça montre que l'établissement en question a une vision, a une projection, se projette. En revanche, ce directeur-là, il dit, tout ce qu'on fait, c'est bien, mais il faut pas ronronner. Il faut remettre des projets en place parce que sinon, ça va pas. Je vais conclure. Donc, en fait, ce qu'on a remarqué de commun dans tous nos entretiens, c'est que il y a toujours cette réflexion autour de la responsabilité de tous les acteurs dans l'établissement scolaire, que ce soit le concierge, l'infirmière, les enseignants, les directions, tout le monde doit être impliqué dans les projets. Il y a aussi ce leadership militant qui sort finalement de l'établissement scolaire et qui a une vision peut-être plus large au niveau de la commune et au niveau de la citoyenneté. Et aussi le fait que on a une perspective qui est assez égalitaire, parce que les règles, elles sont là pour tous, il faut les suivre, mais elles doivent vraiment être explicitées et réexplicitées jusqu'à ce qu'elles soient comprises, et parfois elles peuvent être négociées pour des petites choses. Et ces petites choses, elles sont très importantes. Je vous donne un exemple, des parents syriens qui arrivent, le père a dû assurer la scolarité des enfants pendant une année ou plus, et on laisse le père, quand les élèves sont testés en mathématiques, on le laisse être présent pour sécuriser les élèves. Ça ne devrait pas se faire, mais on le laisse parce qu'on pense que c'est important. Et aussi cette place très importante donnée au dialogue et le recours à la médiation culturelle. Voilà, je terminerai là.